Salut Justine, Salut Sandra. bienvenue sur ce podcast. Merci. Et je suis ravie parce qu'on fait ce podcast en physique et c'est cool de faire des choses en physique. Carrément. Le digital c'est cool mais ça a ses petites limites. J'aimerais bien te lire ton introduction de LinkedIn et tu vas voir que ça va introduire ma première question, on va mettre tout de suite les pieds dans le plat et c'est parti. Donc tu dis, j'ai 28 ans et je suis tombée dans l'entrepreneuriat à 19 ans. Engagée et féministe, j'ai cette envie profonde de changer les choses et de faire bouger les lignes. Passionnée en communication, animée quotidiennement par le challenge, j'ai créé ma dernière entreprise fin 2018. À l'heure d'aujourd'hui, nous avons 3 casquettes. L'agence de communication et de design Intrépide, qui accompagne des structures à communiquer de manière non excluante et non sexiste via des designs impactants. L'Intrépide House, un lieu de vie à Grenoble mêlant coworking, studio photo, yoga, formation, etc. Et l'Intrépide Studio, un média Instagram pour sensibiliser le plus grand nombre à nos thématiques. Tu dis vouloir participer à rendre le système moins sexiste et moins excluant, le tout dans une démarche bienveillante, inclusive et positive. Je te connais un peu, je sais que ça te catégorise bien. Ma première question pour toi est la suivante. En 2023, selon l'INSEE, on a recensé 33,5% de femmes entrepreneurs versus 66,5% d'hommes. Pourquoi un tel gap, à ton avis ? Alors, je pense qu'il faudrait 8 heures pour qu'on puisse aborder 4 heures. tous les tenants et aboutissants, tous les biais. Je pense qu'il y en a peut-être 2 qui sont principaux. Il y a le biais de l'éducation financière. On n'éduque pas les femmes à l'argent. Et donc, les femmes aspirent moins à gagner de l'argent, gagner leur vie, au confort, etc., à créer de l'argent. Donc ça, je pense que c'est un premier point et on associe beaucoup l'entrepreneuriat à l'argent. Et le deuxième aussi, je pense que c'est la notion de pouvoir. On éduque aussi les femmes à avoir un rôle plutôt doux, plutôt docile, à être conciliante. Et on a l'image de, pour entreprendre, il faut être un requin, il faut être dur, il faut avoir du pouvoir, il faut manager, il faut leader. Et on a une représentation ultra masculine de l'entrepreneuriat. Donc des petits, on parle de patrons, de chefs d'entreprise, pas de FE. Ouais, dès que tu mets donc, 2 ouais. FE, Ah, ça se met Ouais. en erreur. Ouais, donc je dirais que c'est les 3 points. L'éducation financière, la notion de pouvoir et les représentations qu'on se fait de l'entrepreneuriat qui ne poussent pas les femmes à entreprendre, quoi. Et du coup, ça veut dire qu'on a plus peur d'y aller, plus peur de le faire ? Je pense en tout cas que les chemins sont beaucoup moins facilités, qu'on a moins de rôle modèle, on a moins de représentations aussi de femmes qui ont réussi et avec qui on peut s'identifier. Et effectivement, c'est certain, on le sait aujourd'hui, c'est moins facile d'emprunter, c'est moins facile de lever des fonds quand on est une femme, c'est moins facile de recruter, de trouver sa place, de faire de l'argent, etc. Donc je pense qu'il y a un peu il y a le double combat, quoi. Il y a le combat d'entreprendre et le combat d'entreprendre en tant que femme. Et ça me fait penser à une petite histoire qui te correspond, enfin que tu m'as raconté. Je me rappelle que tu avais raconté être allée à la banque je pense que c'était pour l'Intrepid House, et tu as dû y aller avec ton papa pour la figure un peu justement masculine. T'étais plus jeune. Ouais, ça, c'était pas quand j'avais Intrépide. J'avais 19 ans. C'était ma toute première start-up. Et là, c'était vraiment le modèle start-up. Je voulais des gros sous, faire quelque chose, être une licorne. Enfin, quand j'étais encore un petit peu innocente du monde de l'entrepreneuriat. Et en fait, on me donnait pas l'heure, quoi. En plus, j'avais 19 ans, j'étais une femme et j'entreprenais seule. Et c'était du coup il y a 10 ans, quoi. Donc en fait, effectivement, une fois que mon papa m'a rejoint dans la société et s'est associé, il avait beau avoir que 20%. Ah bah là, toutes les portes s'ouvraient. Et surtout, dans les rendez-vous banques, on ne m'adressait pas la parole. On parlait à mon père. Okay. Et aujourd'hui Aujourd'hui, j'ai plus mon papa dans ma société. Aujourd'hui, je suis une grande fille. Après, je pense qu'avec le temps, je me suis émancipée, mais j'ai pris en posture et maintenant, je pense qu'on m'écoute un peu plus et on me fait plus confiance, surtout sur cette partie financière. Mais je pense qu'il a fallu beaucoup plus de temps et d'efforts qu'un homme qui irait chercher ses premiers financements pour le lancement de sa boîte. Donc, tu as parlé de posture. Ça veut dire qu'il y a des choses en toi qui ont évolué il y a presque 10 ans, finalement. Ouais. C'est quoi pour toi la posture ? C'est quoi pour toi avoir une posture de chef d'entreprise ? Je pense que c'est quand on laisse plus trop la place au doute. Quand on n'a pas confiance en soi, on a tendance à pas être sûr de ce qu'on dit ou à laisser des portes ouvertes au doute, à la remise en question. Et je pense qu'avant, j'étais beaucoup comme ça. J'affirmais peu. C'est je crois que, je pense que. Et en fait, en face, c'est trop facile de dire tu penses, mais
Et donc, tu as des chiffres, et qu'est-ce qui te fait penser ça? Enfin, en fait, on laisse une place à la contrainte. Parce qu'on peut te poser des questions, Exactement. te challenger, te Ouais. rabaisser, quoi. Et en mode, elle est pas sûre. Et en fait, je suis assez d'accord avec le fait que les banques disent souvent, si t'es pas sûr de toi, on peut pas être sûr de toi. Si toi, t'as pas confiance en toi, que t'es pas prêt à miser sur toi, pourquoi moi, je miserais sur toi? Donc, je trouve qu'il y a un petit peu ça, où avec le temps et l'expérience, que ce soit en termes de maturité d'âge ou de temps d'entrepreneuriat, où on arrive à avoir une posture de, je suis plus sûre de moi, et quand je dis quelque chose, il y a moins de place au doute. Alors... ça veut pas dire qu'on a la vérité absolue, hein. Mais en tout cas, sur des choses qui me concernent ou qui concernent ma structure, je pense qu'aujourd'hui, maintenant, je retourne voir des financeurs, j'ai pas le même... Aplomb. J'ai beaucoup plus d'aplomb, aujourd'hui. Mais c'est plus facile parce que ma boîte, maintenant, elle a 6 ans et c'est plus facile de dire, en 6 ans, on a fait ça. Alors, tu crois que c'est quelque chose, ça c'est intéressant de savoir ça. Du coup, ça vient avec le temps. Et ça vient comment? Est-ce que ça vient... je pense qu'une des réponses, ça vient sur le terrain, parce que comme tu as dit, avec le temps, j'ai eu des clients, j'ai des retours clients, enfin, tu vois, tu es plus sûr de ton business model, ton offre, toi, ta capacité, etc. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Comment on fait pour... c'est beaucoup lié à la confiance en soi. Ouais. Comment on fait pour gagner, du coup, en confiance en soi quand on est entrepreneur? Je pense qu'il y a 2 terrains de départ. Soit tu as déjà confiance en toi, tu n'as jamais entrepris, mais tu as une confiance en toi qui est solide et tu crois en tes capacités. Et du coup, même si tu n'as pas besoin de l'expérience pour savoir que tu es capable. Et ça, c'est ce que je souhaite à tout le monde, de pouvoir commencer avec ça. Ou alors, il y a, et je pense que j'étais plus dans cette posture-là, surtout à 19 ans, j'ai peur, mais j'y vais, mais du coup, j'y vais un petit peu... Pas à fond? C'est pas tant pas à fond, parce que je pense que j'y suis allée tête baissée, mais pas sûre de moi et pas sûre que je suis capable d'y arriver. Et du coup, ça se ressent. Et du coup, plus je me rends compte que je suis capable de faire des choses et d'y arriver. Et du coup, je me base sur mes acquis pour me dire, OK, maintenant, j'ai plus d'aplomb, j'ai plus confiance en moi. Donc, je pense que ça dépend aussi d'où on part en termes de confiance en soi. Donc, je pense que c'est un mélange d'âge, d'expérience, mais aussi du capital de confiance en soi de départ. Mais c'est dur d'avoir confiance en soi parce que tu veux dire, par exemple, tu pouvais être, je dis n'importe quoi, mais en entreprise, d'être dans un bon poste, avoir des responsabilités, tu avais confiance en toi. Tu repars dans une partie salariat où tu te formes pour un nouveau métier et tu dois tout recommencer, en fait. Tu vois, tu connais tes capacités dans le métier, tu redeviens junior. Et du coup, j'imagine que le gap, j'imagine, non, je l'ai vécu, donc bien sûr que le gap, il fait boum, tu vois, genre... Et c'est dur d'y aller, tu vois, de se dire, allez, je repars un peu de zéro. Et du coup, est-ce qu'il y a des choses comme ça que tu auras en tête, tu vois, des conseils ou des choses qui, toi, t'ont aidé pour... Je pense que c'est pour le coup, on peut parler de mindset. Je pense que c'est aussi l'état d'esprit où, pour le coup, je pense que ma force, c'est mon état d'esprit de résilience. Et je sais que si quelque chose ne se fait pas, si je rate quelque chose, si j'obtiens pas un contrat, si un projet n'aboutit pas, je me suis toujours dit, et ça depuis le début, c'est que ça devait pas arriver. Du coup, je me suis jamais polarisée sur les échecs, entre guillemets. Déjà, je déteste ce mot et c'est que des apprentissages. Mais j'ai toujours toujours eu la capacité d'aller de l'avant. Et je me suis jamais dit, si j'ai pas réussi cette fois-ci, j'y arriverai jamais. Donc, je pense que ça, c'est vraiment une question d'état d'esprit, de dire, OK, c'était pas cette fois-là, ou cette fois-là, elle me permet de mieux faire la prochaine fois, ou du coup, la prochaine fois, j'irai plus vite, ou je ferai de meilleurs choix. Et du coup, c'est que, limite, j'ai hâte d'être à la prochaine fois. Là, c'est dur, je prends un peu... j'en prends un peu mon grade, ma confiance en moi, mon énergie, etc. Mais hâte d'être la prochaine fois où ça va marcher. Et je pourrais me dire, OK, ça valait le coup de tenter 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et ça, je pense que ça aide dans la confiance en soi d'avoir cet état d'esprit de il n'y a pas d'échec. Ce saut cliché, ça pourrait être un tatouage. Que des leçons, pas d'échecs. C'est sûr, américain de dire ça. No pain, no gain. Grave. Mais il y a un peu ce truc aussi, je pense que ça dépend de l'état d'esprit qu'on a face aux difficultés. Et OK, t'es junior, mais du coup, c'est incroyable, t'as tout à apprendre. Ouais, c'est génial. C'est un champ dingue. Et peut-être se dire aussi en fait, c'est impossible que ça réussisse tout du premier coup, tout d'un coup, oui à tout, c'est impossible. Donc, tu as forcément tant de pourcents de non et de no-go que de oui, go, ça marche. Et en fait, si tu pars du principe que tu vas forcément t'en prendre plein, et tu vois, OK, allez, 1, 2, tu les comptes. C'est un de moins. Mais en fait, c'est un de moins. C'est exactement ça, c'est un de moins. Et t'avances jusqu'au oui, premier client, premier machin. Et après, et ta jauge, finalement, après, ouais, peut-être qu'elle diminue, etc. Mais je sais pas combien toi, ça serait... Alors, nous, on a toujours dit dans la boîte, c'est 9 pour 10. OK. Enfin, 9 pour 1, du coup, si on compte donc, sur 10. 9 non pour 1, oui. Tu vois. Énorme. Et après, avec le temps, aujourd'hui, je pense qu'effectivement, ce ratio, il change un petit peu. Parce que tu connais mieux ton produit, tu connais mieux ton marché, tu te vends différemment, tu sais mieux défendre ton prix. Du coup, forcément, tu prends moins de non parce que tu vas aussi
moins t'adresser à tout le monde. Et du coup, mais au démarrage, ouais, c'était 9 pour 1, quoi. Franchement, c'est... Et aujourd'hui, c'est quoi ton ratio d'un objectif, hein, tu vois, dans ta tête, c'est quoi au doigt mouillé? Franchement, j'ai envie d'être optimiste et dire 5 pour 5. Ah ouais? 5 non pour 5 oui. Bah du coup, ça Donc fait 1 pour 1. 50%. Un non pour un oui. Ouais, c'est ça. Ça dépend de quoi on parle. Si on parle aujourd'hui, nous, sur nos clients sur l'agence, je pense qu'aujourd'hui, on a plus de oui que de non. Mais du coup, on est aussi beaucoup plus sélectif, on fait beaucoup moins de devis, on fait beaucoup moins d'échanges parce que Tu peux pas prendre le trop positionnement est là et que du coup, il y a un tri qui est fait, on a des références, etc. Après, si on parle au sens large dans l'entrepreneuriat, je pense qu'on a quand même plus de non que de oui. Encore maintenant, Bah et ouais, peut-être oui. sûrement toujours. Bah oui. Et c'est un C'est peu c'est normal. la lutte, hein, Mais c'est là où je trouve que c'est important de travailler son mindset par rapport au non. Le rapport au non, enfin, que ce soit dans ta posture, toi dire non, ou de recevoir un non, je trouve que c'est un enjeu, mais clé dans l'entrepreneuriat. Ouais, c'est intéressant de Et qui est dire encore que douloureux toi, tu aujourd'hui dis, pour ouais. moi, mais Est-ce que tu sais dire non? non. Maintenant, je sais assez bien prendre un non, mais je ne sais toujours pas dire non. Moi, j'y travaille, mais c'est pour ça que je dis les deux sens sont intéressants. Et je pense qu'il y a vraiment un facteur clé de réussite dans la capacité à savoir dire non et entendre le non. Et est-ce que c'est intéressant ce que tu dis? Est-ce qu'il faut savoir dire non et dans quelle mesure, dans quel moment, Ben, dans plein, je pense que ce soit pas plaire à tout le monde. Enfin, je vois plusieurs aspects. Par exemple, sur Intrépide, il faut savoir dire non à des clients qui répondent pas à nos valeurs ou qui collent pas avec la mentalité qu'on a chez Intrépide. Et ça, c'est un problème de riche, de pouvoir dire ouais, non à des c'est un prospects. problème de riche, mais que tu provoques aussi. C'est sûr qu'on n'a pas pu se le permettre au début. On a commencé à dire non quand on était en sécurité financièrement pour assurer nos salaires. Par contre, il y a eu des fois où on s'est retrouvé vraiment dans le rouge à devoir emprunter à état découvert et on a continué de dire non. Parce qu'on savait que si on réouvrait la porte, on perdait tout le positionnement et tout ce qu'on avait essayé de construire comme image et comme posture d'entreprise. Et du coup, il a fallu tenir bon, emprunter, trouver des solutions pour passer ce petit passage de Covid et ensuite pouvoir revenir à on a le droit de dire non et c'est cool, ça ne nous met pas en danger. Mais je pense que savoir dire non, ça peut te permettre aussi d'être plus clair dans ton message et ton positionnement et de dire je ne m'adresse pas à tout le monde, je ne plais pas à tout le monde et c'est OK. Et même moi, je suis dans le choix de dire non, quoi. Ce qui est horrible, c'est qu'après, une fois que tu dis oui à certains types de clients avec qui tu n'as pas forcément envie de travailler, c'est qu'en plus, après, c'est le bouche à oreille. Bah oui. Et ça vient de plus en plus. Et du coup, après, tu t'enfermes dans une niche ou dans un marché ou pour tel type de client que c'était pas ce qui était prévu à la base et t'es coincé, quoi. Puis tu perds le contrôle un peu de là où tu voulais aller, de la direction. Et je pense que savoir dire non, c'est aussi savoir garder son cap, savoir dire non pour ta santé mentale et ta santé physique, savoir dire bah non, là c'est trop, si je reprends encore ce déplacement, cet événement, en fait je vais pas tenir ou j'ai plus assez de temps pour ma vie perso, savoir dire non dans ta posture de management. Enfin, en fait, le non, il peut prendre plein de formes. Et il est essentiel sur toutes les facettes de l'entreprise. Et ce que je dis moi aussi, c'est dans le foyer aussi. De savoir dire non, genre, faut aller chercher la voiture à 15h, bah non, je travaille. Faut aller faire ci, bah non, je travaille. Parce qu'en fait, sinon, tu te laisses trop happer par tout le monde, par l'environnement, enfin partout, quoi. Et t'avances pas. T'avances pas sur ton projet, tu restes pas aligné. C'est ça. Ouais, l'alignement, il est super important. Moi, on m'a beaucoup dit en coaching, et ça a été un peu... révélateur, j'ai beaucoup de mal à dire non, mais du coup, mon oui n'a plus de valeur. Vu que je dis toujours oui, il y a un côté un petit peu faiblesse et on peut abuser facilement de quelqu'un qui dit toujours oui. Et ça, c'est un truc qui m'a marqué de... ouais, mon oui n'a pas de valeur, par contre, mon non choque. Alors que quelqu'un qui dit tout le temps non, puis une fois dit oui, on va lui dire, mais waouh, elle est tellement gentille, c'est pas incroyable, t'as vu, elle a dit oui. Mais moi, j'ai toujours dit oui. Donc, je pense qu'il y a aussi un truc de donner de la valeur à un oui et donner la valeur à un non. Et c'est garder, comme tu dis, cet alignement et je respecte mes limites, je respecte là où je veux aller, je respecte les gens qui m'entourent aussi, parce que des fois, notre décision, elle impacte d'autres membres de l'équipe ou partenaires. Donc, Et comment on sait, alors, quand est-ce qu'on a envie de dire non? Comment on le sent? Comment on le sait? Faut se connaître, faut vraiment rester... Ouais. Je pense qu'il faut se connaître, mais c'est pareil, je dirais que c'est de l'expérience. C'est aussi à force d'avoir dit oui et puis de s'être retrouvé dans une situation où on n'est finalement pas à l'aise ou pas vraiment trop loin de sa zone de confort, etc. On se dit, non, mais la prochaine fois, je dirais pas oui, ça, je pourrais pas.
Et je pense que c'est ça, c'est connaître ses limites, mais pour connaître ses limites, il faut vivre les choses. Et après, il y a des choses où ça nous appelle, quoi. Ça résonne non ou ça résonne oui quand on nous le propose. Et des fois, ça résonne un espèce de oui-non parce qu'on se dit, ouh, c'est une zone d'insécurité, mais en même temps, ça m'appelle. Et dans ce cas-là, des fois, il faut aller le titiller un petit peu. Ouais, là, c'est la peur. C'est ça, exactement. Il faut essayer de voir. Et puis, quelles sont les conséquences, en fait, dire oui à ça. Parce que des fois, moi, je sais que, par exemple, mon planning, il est jamais rempli très longtemps à l'avance. Parce que c'est très immédiat, mes rendez-vous, etc. Du coup, j'ai vu que mes semaines, 2-3 semaines à l'avance, elles sont vides. J'ai l'impression que je peux toujours dire oui. Parce qu'en fait, j'ai le temps. Ma semaine, quand on me propose un truc un mercredi après, je dis, bah évidemment, ma semaine est vide. Mais en fait, mes semaines se remplissent très vite, juste un petit peu du jour au lendemain. Et des fois, bah, ça aussi, j'ai appris un peu à le gérer et à me dire, si ma semaine était pleine, est-ce que je dirais oui de la même manière? Tu vois, essayer de sortir du contexte le oui-non à qu'est-ce que ça peut m'empêcher de faire, ou si je dis oui à ça, à quoi je dois dire non, pour pouvoir faire ça, etc., etc. Et du coup, d'essayer aussi de comprendre ses biais. Et moi, je sais que mes biais, c'est l'emploi du temps qui est vide. Alors que s'il avait été plein, est-ce que j'aurais dit oui? Je pense pas. Oui, c'est ça, de se dire, est-ce que ça va vraiment m'apporter? Qu'est-ce que ça va apporter à moi, mon entreprise, etc. Est-ce que j'ai envie? Il y a une autre phrase qu'on m'a beaucoup dit. Alors, je suis désolée de la référence, mais je crois que c'était René, le mari manager de Céline Dion. On lui a dit comment tu as su et comment tu as su prendre les bonnes décisions au début de la carrière de Céline, parce qu'il a toujours placé Céline un petit peu au-dessus des autres chanteuses, en mode je prends pas les petites salles, alors qu'au début, elle gagnait pas du tout d'argent. Et en fait, il a dit, j'ai toujours réfléchi comme si j'avais 100 000 euros sur mon compte bancaire. Et j'ai pris mes décisions, du coup, pas en fonction de l'urgence de l'argent, mais de là où je veux aller. Et j'ai trouvé que c'était un... Rich mindset. Voilà, je trouvais que c'était super intéressant parce qu'en fait, très souvent aussi, le oui et le non, il est conditionné par l'argent immédiat et on a tendance à ne penser qu'à l'argent immédiat. Mais en fait, si on veut construire une stabilité financière qui est pérenne, on ne peut pas penser immédiat. Et du coup, un non peut permettre de mieux te focaliser, de te donner plus de temps et de valoriser ton temps, qui est de l'argent, à construire ta stabilité financière, alors que peut-être tu as dit non à quelque chose qui te rapportait 200 euros, tu vois. Donc des fois, c'est aussi ça qui est pas facile. J'adore cette référence. C'est le rich mindset, clairement, c'est ça. J'ai envie de parler, puisque on est deux femmes, et allons parler de l'argent. Qu'est-ce que tu penses, toi, justement, de se dire fixer des objectifs, investir, dépenser? Est-ce que ça, c'est des choses qui vont aussi évoluer avec ton parcours? Et parce que tu vois, par exemple, moi, je sais que je dépense énormément. Enfin, c'est horrible, mais en fait, tu vois, genre, que ce soit perso, pro, je vis au-dessus de mes moyens tout le temps. Et en fait, je me dis, mais un jour, ça va... Tu vois, genre, je sais pas, ça va payer. En fait, c'est comme si je manifestais. Fake it until you make it. Je manifeste un style de vie. Et donc... Et j'ai toujours... je me suis jamais mis dans la merde, par contre, tu vois. Et c'est ça qui est bizarre, c'est que il y a quand même un cadre dans ton bordel, quoi. Et du coup, je pense que le rich mindset, je l'ai, mais pas non plus, tu vois. Je vais pas dire, je vais, tu vois, tous les week-ends à louer des voitures de luxe, machin, à me payer des sacs, machin. Pas du tout, tu vois. Je reste dans le... Mais c'est un sujet, c'est intéressant, je trouve, tu vois, le rapport à l'argent. C'est pas forcément l'ambition dont je veux parler, mais c'est par rich mindset. Ouais. Qu'est-ce que ça t'évoque, toi, ça? Je pense qu'il a beaucoup évolué pour moi. Parce que plus le temps passe et plus potentiellement tu gères pas les mêmes quantités d'argent. Et donc, ce qui pouvait me paraître énorme avant va me paraître moins grand maintenant. Ouais. Et du coup, en fait, l'échelon, il monte en permanence. C'est ce qui... Enfin, le jour où je crois que j'ai versé mes 800 premiers euros, j'en pleurais de me dire qu'avec la sueur de mon front, j'avais pu me payer 800 euros. Aujourd'hui, un mois où je me paye 800 euros, c'est un mois où ça n'a pas trop marché, quoi. Ça va pas trop. Donc, je pense qu'il y a un petit peu ça. Je pense qu'il a énormément changé aussi quand j'ai commencé à avoir des salariés. Parce que du coup, là, c'était plus un rich mindset pour moi, mais un rich mindset de sécurité pour les filles qui travaillent avec moi. Et ça a vraiment drastiquement changé ma façon de gérer l'argent, parce que j'étais aussi très dépensière et je confondais un petit peu tout, la trésorerie, le chiffre d'affaires, tant qu'il y a de l'argent sur le compte, même si c'est des dettes et que j'avais oublié que j'ai emprunté, il y a de l'argent, alors qu'en fait cet argent il n'est pas vraiment à moi. Enfin, donc je pense qu'au début, vu que c'était pour moi, pareil, j'ai toujours été un peu à découvert, mais je m'en suis toujours sortie. J'ai toujours trouvé des solutions, puis moi je travaille beaucoup dans l'urgence, donc moins j'ai d'argent, plus ça me motive pour en ramener. Et c'est très souvent dans des moments très difficiles de la structure où j'ai eu les meilleures idées, où j'ai déclenché les meilleurs contrats, parce que du coup, zone d'insécurité, donc j'y vais et je pense que je travaille très bien comme ça.
Et là où C'est j'ai un peu fait stressant, ce mode de... Ouais, mais c'est vrai que Et moi aussi, je suis comme toi. je suis vraiment, ma zone de génie, elle est là. Ouais. Elle est quand on est dans l'urgence, qu'il faut trouver des solutions, qu'il faut sécuriser les filles avec qui je travaille. Je suis en mode, ok, genre le gladiateur, la gladiatrice se réveille en moi et j'y vais. Alors que dans des périodes où on a été vraiment sereine financièrement pendant plusieurs mois, bah là, c'était vraiment mais une espèce de zone de confort. Mais c'est une erreur de débutante, hein, de vraiment se dire, bah c'est bon. Ça fait 1 an qu'on est tranquille, c'est bon. Et puis ça s'est arrêté du jour au lendemain en novembre. Et là, je dis, ah ok, en fait non, c'était pas bon. Et si je m'étais réveillée il y a 1 an et que je m'étais pas reposée sur mes acquis, j'aurais pas aujourd'hui on n'aurait pas été en insécurité toute l'équipe. J'ai dû licencier 3 personnes. Enfin, Et là, c'est quoi qui s'est passé? C'est on a perdu un énorme contrat. Ouais. C'est un Ah, gros ok. contrat qui s'est arrêté du jour au lendemain alors qu'on était persuadé qu'il durerait des années. Et c'est un contrat qui était là depuis déjà 1 an et demi. Et du coup, c'est pas quelque chose que tu aurais pu anticiper? Si, parce que j'aurais pu anticiper la dépendance que j'avais avec ce contrat, qui pesait trop dans mon chiffre d'affaires. De sécuriser avec d'autres... Exactement. ok. Et je le savais, mais vu qu'il ramenait, on margeait beaucoup sur ce contrat-là, enfin, il était là depuis longtemps, ils n'arrêtaient pas de dire qu'il bosserait longtemps avec nous, que du coup, je suis pas allée chercher ailleurs de l'argent et du coup la sécurité, parce que comme tu disais, j'ai pas non plus un rich mindset en mode toujours plus, quoi. Et je trouvais que c'était bien, qu'on avait une taille d'entreprise qui était cool, enfin ça me convenait, et du coup, j'ai pas été chercher plus. Alors qu'en fait, il fallait pas aller chercher plus, il fallait juste équilibrer la dépendance avec ce client-là, parce que par contre, on dépensait quand même beaucoup, on investissait, on testait des choses, on s'est fait plaisir sur des projets qu'on n'aurait pas fait si on n'avait pas cette aisance-là à ce moment-là. Et du coup, le fait de... Donc, tu vois, le mindset, il a évolué tout au long, quoi. C'est au départ, tu galères, t'entreprends, t'es là à te sortir ton premier salaire, puis à un moment, au bout de 3 ans, sorti de nulle part, t'as un énorme contrat qui te fait passer dans une autre étape catégorie. complètement différente, où j'ai pu me prendre une voiture sur la société, enfin, des trucs, mais que je suis même pas sûre que j'aurais projeté aussi rapidement. Donc après, t'as 1 an et demi, 2 ans, où c'est un peu la fête du slip, et tu sais que tout le monde est en sécurité, si t'as envie d'embaucher, si t'as envie de faire un projet, tu le fais. Et puis, paf, du jour au lendemain, alors que tu l'as pas vu venir, ça s'arrête. Sauf que du coup, tu as la taille de structure Qui est là, les qui est charges là, à payer. avec tes 50 000 euros de charges mensuelles fixes. Et là, tu te dis waouh, waouh, waouh. Et du coup, bah, boum, là, tout de suite, un autre mindset de, en fait, c'est jamais acquis, tu dois toujours travailler tes sources de revenus. C'est un bon conseil, ça. Ah bah, le mono-client, en fait, faut faire mais hyper, tout le monde le sait, mais quand t'es dedans, bah, tu vois, c'était pas si putain. évident. Alors qu'on me l'a toujours dit. Jamais de dépendance, il faut pas que ton client il pèse plus de 60% de ton chiffre d'affaires. Oui, oui. Ouais, non, mais là, regarde, là, c'est arrivé. Moi, tu vas la Ah fois, bah il y a des personnes, maintenant, je suis sûre qu'il y a des personnes qui vont écouter et oui. qui vont se dire, putain, c'est vrai, tu vois, j'ai presque que ce Ouais. client-là. Vraiment, le rien n'est jamais acquis. Je pense que ce soit humainement, avec tes équipes, avec tes clients, le marché, le fonctionnement de consommation, quoi que ce soit, rien n'est jamais acquis. Et quand tu penses comme ça, on en revient au mindset, tu te mets plus en sécurité aussi. Parce que du coup, tu mets pas tous tes œufs dans le même panier, tu t'investis sur des choses différentes, et puis ça te permet de rester vigilante, quoi, et de te dire, ok, là, je suis dans une phase qui est cool, Ouais. faut profiter aussi, hein, faut savoir relâcher, dire, ok, là, pendant 1 mois ou 2, On souffle un peu. je souffle et c'est cool, mais comment est-ce que je peux profiter de ce temps qui est assez serein pour essayer de préparer la suite, au cas où? Est-ce que toi, tu as tout de suite voulu avoir une équipe, des salariés est-ce que c'est quelque chose où Oui. c'était dans ta tête tout de suite? Ah oui, tout de Et suite. pourquoi? Parce que j'aime pas travailler seule. Moi, ce que j'aime, c'est les gens. J'aime les gens au quotidien. Et puis, il y avait un peu le goal d'entrepreneur de... bien sûr que je suis entrepreneur parce que j'ai aussi envie de bien gagner ma vie et que j'ai quand même je pense, un driver sur l'argent. Mais je pense que le driver de me dire que on peut faire vivre d'autres personnes, ça, c'est un truc encore au-dessus. Et moi, mes 2 drivers, c'est fais plaisir et fais un effort. Donc, bosse dur et sois généreuse. Donc ça, c'est mes 2 drivers. Et du coup, le fait d'avoir une équipe, c'est ça. C'est vraiment du care. C'est prendre soin des gens, leur permettre d'évoluer personnellement, financièrement, professionnellement. Donc ça, j'ai tout de suite voulu. Par contre, je savais que je ne voulais pas m'associer. Donc je savais que je voulais travailler avec des gens, mais ne pas m'associer. Pourquoi? Parce que je suis... Dans ma vision de l'entrepreneuriat et de la liberté de l'entrepreneur, pour moi, on n'est pas libre dans le sens... Décision. Enfin, il faut nuancer. Mais en tout cas, maintenant que j'entreprends avec des salariés, je n'ai pas la même liberté de bosser d'où je veux, faire les horaires que je veux. En tout cas, je ne me l'autorise pas. Donc, c'est une nuance importante. Mais je trouve qu'on a beaucoup de comptes à rendre quand on est entrepreneur, auprès des banques, des clients, des équipes, etc. Donc, je ne retrouve pas forcément une liberté ici. Par contre, j'ai une liberté dans ma tête. C'est-à-dire que quand à un moment, j'en ai eu marre de faire du boulot d'une agence de marketing classique, j'ai voulu devenir une agence féministe,
j'ai besoin de demander l'avis de personne, à part de mes équipes, mais souvent, si elles sont là, c'est parce qu'elles sont dans le même mindset que moi. Et du coup, on dit souvent que je suis une tête brûlée, mais du coup, je peux être complètement libre de mes idées, de faire demi-tour le lendemain, de tout changer, etc. Et ça va au rythme que ma tête veut... Ouais, tes envies, ta tête. Voilà. Et ça, cette toi qui mets le liberté-là, surtout les années qui ont passé, il y a tellement de changements, les choses, elles changent tellement et t'évolues tellement avec ta structure que j'ai du mal à imaginer quelqu'un ait pu être avec moi ces 6 années et qu'on ait pu faire les mêmes choses. On aurait peut-être pu faire d'autres choses et plus loin et autres, mais en tout cas... Ce qui m'a plu sur ces 6 années, c'est de pouvoir vraiment être un électron libre dans mon cerveau et d'aller là où ça m'appelait, en fait, et de suivre mon intuition. Tous les gens qui m'entourent, la plupart du temps, ne soutenaient pas mes idées à la base. C'est trop gros pour toi, c'est trop niche, c'est trop risqué. Et je me dis, mais si j'avais été associée à ces personnes-là, t'aurais mis des j'allais nulle part, quoi. Pas, quoi. Ou si j'avais des investisseurs, investisseuses, enfin... Et ça, c'est une super bonne question pour toi, parce que c'est vraiment... t'as choisi un angle qui est féminisme sur ton agence. Et on parle de posture. Et moi, je trouve que je t'admire tellement sur cette partie-là. Non, mais c'est de se dire, tu as des convictions. Et non seulement tu les portes, toi, personnellement, parce que c'est des choses qui te touchent et qui, tu vois, ça te parle beaucoup. Mais aussi, tu as créé tes offres autour de ça. Moi, j'ai plusieurs questions par rapport à ça. Pour ou contre, je sais pas, est-ce que c'est un atout ou c'est un inconvénient d'être tellement spécifique dans son angle, dans son positionnement? Et la deuxième chose, c'est au niveau de la posture, parce que moi, je t'ai beaucoup écouté et je trouve que ce qui est génial chez toi, et j'aimerais bien avoir ton ressenti sur ça, c'est notamment, on a fait un talk où tu devais présenter une communication inclusive, je crois que c'était, et tu avais quelqu'un dans l'audience, un homme qui te disait, moi je comprends pas, je suis là par curiosité, mais franchement je comprends pas le sujet. Et tu vas arriver, tu es tout le temps face à des gens qui comprennent pas pourquoi tu vois. Et du coup, comment tu gères ces gens-là? Et là, tu vois, c'est là la posture. Moi, je trouve que toi, tu vois, genre, bam. Il y a 2 questions dans une, je te laisse choisir laquelle. Et alors, on va certainement oublier l'autre. La première, c'était... C'était comment tu attires... Est-ce que c'est un atout ou un inconvénient de prendre vraiment un angle, un positionnement très, très particulier? Les deux. Je pense que suivant la maturité de ton marché aussi. Nous, du coup, on a pris le virage féministe il y a 4 ans. Et le marché n'était pas prêt, tu vois. Et du coup, on s'est quand même retrouvés à vraiment s'adresser à 20 jeunes marques en France, quoi. Et là, on s'est dit, bon, ça va être très compliqué, il n'y a pas de budget. Le potentiel, il n'est pas... Le potentiel n'est pas dingue. Et en même temps, après, là, ça, je ne peux pas expliquer, mais c'était vraiment l'intuition. Je me suis dit, je sais que c'est comme ça, et que c'est ça que j'ai envie de faire, et c'est comme ça qu'on sera bonne, et qu'on sera créative, et que justement, on pourra aller pleinement dans notre zone de génie, c'est en travaillant en accord avec nos valeurs. Mais en même temps, le marché n'était pas mûr, et du coup, on a quand même eu, je pense, bien 18 mois... très compliqué. Tu te prenais des portes, j'imagine, oui, mais violentes ou non, ça va? Pas violentes, c'est juste on savait même pas à qui s'adresser. En fait, parce qu'aujourd'hui, c'est tellement plus démocratisé. On parle dans les coms internes, dans les grosses boîtes, dans les collectivités, les universités. On en parle de partout maintenant, de l'inclusion et de la diversité. Mais avant, c'était pas le cas. Je savais même pas à qui m'adresser. Je m'étais dit, les assos, il n'y a pas de budget. Les petites marques, elles viennent de se créer, elles n'ont pas de budget. Et en fait, je me suis dit, zut, je sais même pas à qui prospecter, en fait. Donc, il y avait un peu ce truc-là Donc quand même, je sais même pas quel est mon marché. J'ai foncé le billet en tête en mode, je veux faire de la com féministe. Mais en fait, à qui? Pour qui? Donc, il y a eu un peu ce truc-là où, du coup, inconvénient, parce qu'on s'est quand même retrouvé dans une difficulté financière très importante. Alors, j'avais déjà 2 salariés. Donc, tu vois, tu as une mise en péril aussi un petit peu de la sécurité, de l'ambiance, du stress. Et est-ce qu'il faut pas faire demi-tour? Alors que maintenant, une fois qu'on a pris la décision, c'est dur de dire, c'est bon, maintenant on peut rebosser avec l'entreprise de plomberie du coin, tu vois, c'est un petit peu difficile. Et aujourd'hui, je dirais que c'est un avantage, mais un petit peu facile, parce que maintenant ça fonctionne, mais l'avantage de se différencier, d'être pas beaucoup sur le marché. Donc en fait, c'est comme ça aussi qu'on a des contrats, tu vois, Adobe, c'est une nana qui habite à New York, qui cherchait une agence de design engagée en France. En fait, il n'y en a pas 50. Et du coup, notre pauvre petit site Wix et notre toute petite agence pas référencée est ressortie direct et elle nous a contactés. Parce que du coup, on peut faire une place sur un marché où il n'y a pas encore de place à prendre. Donc, tu as le risque de ne pas avoir le marché mature. Mais en même temps, si tu tapes au bon moment ou que tu arrives à patienter, à tenir jusqu'à ce que ce soit le bon moment, derrière, tu as une place de choix. Parce que nous, on a une quantité de demandes entrantes
je pense que 70 ou 75% aujourd'hui de notre clientèle, elle est venue à nous. Et c'est ça qui est dingue. Et aujourd'hui, de se dire, mais c'est fou parce qu'on a fait notre place. Aujourd'hui, on a un réseau, on a des références, on a un peu plus de crédibilité, c'est plus facile. Mais c'est toute notre force d'être niche. Parce que les gens viennent nous chercher pour nos valeurs. Et est-ce qu'on peut poser ça dans n'importe quel métier? Par exemple, tu vois, je pense dans ma communauté à des métiers du bien-être, je sais pas moi, sophrologue. Est-ce que ça peut aussi correspondre à des photographes? Est-ce que tu as des prestations de services, à des coachs? Est-ce que ce serait un conseil ça? Parce que moi, le truc à vouloir parler à tout le monde, tu parles à personne. Ça, Ouais. j'en suis convaincue. Moi aussi. Et que moi, j'ai tout le temps, mais c'est quoi, genre, ta spécificité, c'est quoi? Genre, par exemple, à une sophrologue, j'ai tout le temps, si genre, tu pouvais te battre pour aider tu vois, une personne sur une douleur profonde, quelque chose qui s'est passé, que ce serait... Et est-ce que pour toi, c'est un conseil, ça, quand on se dit se nicher, c'est de prendre un positionnement, se spécialiser sur un truc? Moi, je suis convaincue de ça. J'ai pas assez d'expérience j'ai pas non plus fait 800 entreprises, donc j'ai pas assez d'expérience pour avoir une valeur universelle. Mais en tout cas, moi, je suis vraiment convaincue que la niche permet d'avoir un positionnement clair, une offre claire, de savoir parler correctement à ton public, d'être identifiable par ton public et d'intégrer un écosystème où il y a un bouche-oreille rapide. Enfin, en fait, je trouve qu'il y a plein Et que ton message marketing, il touche. Exactement. Si t'es spécifique, t'envoies tellement des messages marketing. Et c'est tellement moins d'efforts parce que du coup, il y a un tri qui se fait immédiatement. Enfin, nous, ça arrive. On me demande souvent, oui, est-ce que tu dois souvent dire non à des clients parce qu'ils n'ont rien compris ce que tu fais? Je dis, bah non. C'est tellement clair notre positionnement que les gens qui viennent nous voir, ils viennent nous voir. Certes, ils cherchent une agence de com et de design, mais ils viennent voir une agence spécialisée dans la lutte contre les discriminations. Et du coup, bah, c'est tellement plus qualifié dans les échanges, tu perds tellement moins d'énergie à vouloir plaire au plus grand nombre. Par contre, tu peux être super niche et avoir une offre phare. Et derrière, t'autoriser à sortir un petit peu de ce cadre des fois, pour des raisons financières, parce que, enfin, peu importe tes motivations d'ailleurs, faut pas penser qu'être niche t'enferme trop non plus. Nous, c'est déjà arrivé qu'on ait des clients qui viennent nous chercher, par exemple, pour une campagne de sensibilisation contre le sexisme. Ok, cœur de métier. Puis derrière, on a besoin de dépanner sur du montage vidéo. Est-ce que vous pouvez le faire? Bah, évidemment, on va pas... nous, se revendiquer sur un positionnement de on est monteur vidéo. Par contre, là, bah, c'est notre cliente. Là, pour le coup, il n'y a rien à voir avec la lutte contre les discriminations, mais bien sûr, après, on est libre de dire oui ou non. Ça rentre dans notre cadre, à nous de décider. Mais si financièrement, ça nous permet aussi, dans une période creuse, ou de... Bah, go, en fait. Et tant que ça respecte ce fameux pourcentage, tout à l'heure, tu as dit 60%. Genre Ouais, et puis, tu n'es pas obligé de communiquer dessus. Genre, si non. Tu te lances et que tu Exactement. prends parfois des clients qui ne sont pas forcément dans la niche et tout, mais juste ne communique pas sur eux, communique que sur ta cible, tu vois. Oui, de toute façon, tu choisis toujours qui tu partages. Mais ouais, je trouve qu'être niche, c'est être clair dans sa proposition. Je suis d'accord. Genre, en fait, tu fais, comme tu dis, naturellement l'entonnoir. Tu as beaucoup de moins de gens effectivement beaucoup moins de potentiel. Tout à l'heure, tu l'as dit. Genre, mon marché, du coup, il était assez maigre. Après, ça évolue. Mais du coup, tu as beaucoup moins de potentiel marché. Mais au moins, bam, enfin, tu vois, genre, tu es très spécifique. Donc, la personne, elle va tout de suite comprendre ton message. Elle va te contacter. Elle va t'acheter beaucoup plus facilement. Tu auras moins de travail derrière. Puis souvent, du coup, tu viens piquer un petit l'émotionnel, tu vois, et pas du rationnel. Et ça, je pense, ça fait aussi la différence de déclencher une émotion ou un sentiment, tu vois, quand les gens découvrent ton offre. Et si tu fais appel, je pense, à une sophrologue, à une douleur spécifique, forcément, tu résonnes beaucoup plus que sophrologue au sens large, quoi. Ouais, parce qu'en plus, c'est des métiers, on comprend pas vraiment. Oui, des fois, on sait pas quand aller voir. Quand on ne les connaît pas. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme bénéfice, etc., c'est sûr. Ouais. Et alors, sur la posture du discours, toi, tu es très spécifique. Donc, évidemment que ça ne va pas parler à tout le monde et que tout le monde n'est pas forcément à les mêmes convictions et n'ont pas forcément les mêmes genres de personnes en face. Mais je trouve ça intéressant que tu puisses nous évoquer comment toi, tu traites ce sujet parce que c'est peut-être dont on traite un non, dont on traite un refus. Tu vois, genre, je sais que toi, tu es quand même très... Enfin, je t'ai observé encore une fois. T'expliques. On dirait que tu t'amuses à expliquer ton point de vue avec, comme tu dis, beaucoup d'optimisme et de bienveillance et respecter aussi le choix des gens en disant, tu vois, c'est OK, mais par contre, ça me tient à cœur de t'expliquer ce que moi... Je pense que j'aime beaucoup la pédagogie et que je pense aussi que c'est l'angle qu'on a décidé de prendre, c'est d'avoir, on dit souvent, un féminisme accessible. Alors, ça veut tout et rien dire, mais en tout cas, de faire en sorte qu'on ait un langage et une façon d'écouter ou d'entendre des
un argumentaire ou des contre-arguments, vraiment avec cet angle pédagogique de pourquoi, en fait, voilà, moi, ma vision, c'est ça. Et du coup, je pense que c'est comme ça qu'on a de l'impact. Souvent, quand tu as un business militant ou que tu as une cause qui te tient à cœur, ce qui compte, c'est d'avoir de l'impact et de faire en sorte que tu fasses changer un minimum les choses. Et moi, ça, c'est mon objectif. Mon objectif, c'est de faire changer les mentalités, c'est de casser un peu les codes. Et je pense que je peux pas juste me braquer quand quelqu'un n'est pas d'accord ou quand quelqu'un me dit mais ça sert à rien, l'écriture inclusive c'est nul. Et on entend beaucoup de choses comme ça. En fait, si juste je me braque et que je m'adresse qu'aux personnes qui sont déjà convaincues, cool, c'est confortable parce que du coup il y a un petit entre-soi de on se comprend. Mais moi je pense que en tout cas c'est pas comme ça que j'ai envie d'avoir de l'impact. Donc tu es obligé de prendre une posture de pédagogie et que y a rien de plus satisfaisant qu'une personne qui arrive, je reprends cette soirée-là, qui en début arrive, me dit moi je suis juste curieux mais pas convaincu, quoi, un peu en mode j'attends de voir, fais tes preuves. Alors ça c'est classique. À toi de me prouver et de me montrer que ce que tu dis a du sens, tu vois, et pas à moi d'ouvrir pas à cette personne d'ouvrir son esprit et de se renseigner, tu vois. Bon, donc déjà c'est aussi une posture un peu particulière, mais il y a rien de plus plaisant quand cette même personne à la fin de la soirée vient me voir et me dit j'avais jamais vu les choses comme ça. L'écriture inclusive, j'aime pas ça, le point médian, mais je n'avais pas pensé à utiliser des mots neutres. Et là, je repars avec un vrai outil. Enfin, et ça, mais moi, ça, c'est devenu ma drogue, quoi. Ouais, franchement, de voir que parce que tu n'as pas jugé, tu n'as pas été moralisante ou culpabilisante et que tu as été dans la pédagogie avec un discours accessible, et c'est une vraie victoire. Et moi, je suis vraiment très victoire individuelle dans le sens où chaque petite personne qui change un petit peu son état d'esprit aura un impact et un effet papillon sur les autres. Donc, chaque personne est une victoire quand il y a ce type d'évolution. Après, je pense que ce qui est hyper important pour sa santé mentale, c'est de savoir poser sa limite. Et il y a des fois, on n'est pas capable, ou on n'a pas envie, ou on n'a pas l'énergie d'être dans cette pédagogie permanente qui est épuisante, parce que c'est répéter tout le temps les mêmes choses, des choses où des fois, on entend des propos limites, ou très maladroits, ou même contraires à nos valeurs. Et pour autant, il faut arrondir les angles, se dire, OK, c'est juste de la provoque, on se détache, etc. Et il y a des fois, on n'a pas l'énergie, pas envie. Et du coup, je pense que c'est pas l'unique façon de faire. Mais en tout cas, je pense que cette façon de faire, elle est caractéristique d'Intrépide. Sur tous les volets de nos activités. Que ce soit le lieu, le média ou l'agence, on a vraiment cette approche-là. Ça fait partie de vos valeurs, quoi. Ouais, accessible et pédagogique. Est-ce que tu penses qu'on peut relier ce que tu viens de nous dire sur... parlons concret. Genre, tu as un client, tu as un prospect, il va te dire non, il va pas accepter un devis, etc. Comment, toi, tu arrives à gérer la relation, le non, le discours? Est-ce que tu as des conseils ou des choses moi, je pense que c'est questionner, quoi. C'est vraiment pourquoi. Poser des questions. Ouais, le pourquoi. Et des fois, on n'a pas envie de poser la question parce qu'on ne veut pas entendre la réponse. Et que des fois, je pense que c'est plus facile d'être un peu dans le déni de oui, ça ne correspondait pas, ou c'est pas le bon client, voilà. Mais je pense que le pourquoi, il est très important parce qu'en plus, souvent, les noms, c'est pas toujours un non 100%. Et c'est pas parce qu'on a entendu non qu'il faut forcément laisser tomber. Des fois, c'est non, puis si tu creuses, c'est peut-être plus tard. Ou c'est l'enjeu, il est plus sur ça, ou on avait mal compris ça. Et donc, des fois, je pense qu'un non est. C'est pas consentement friendly ce que je suis en train de dire. Bien sûr qu'un non est un non. Oui. Mais en m'entendant, je me dis attends, qu'est-ce que tu dis? Bien sûr qu'un non est un non. Mais avec un client qui va dire non à un devis, il faut comprendre les motivations de ce non parce que parfois, on peut le transformer dans un consentement éclairé, en un oui, ou un peut-être, ou un plus tard. Et ça, je trouve que c'est assez important de comprendre le pourquoi. Et après, il y a juste des noms qu'il faut accepter et se dire, OK, là, je me rends compte que ça fait 5 fois que je prends un nom sur cette typologie de client, cette typologie d'industrie ou d'entreprise. Peut-être que mon marché, il n'est pas là. Alors que là, je n'arrête pas d'avoir des oui sur un autre marché. Donc, comment je peux mieux l'exploiter si peut-être financièrement, il est moins intéressant, mais je peux peut-être l'exploiter différemment ou je peux peut-être mettre en place d'autres choses ou du coup, essayer de creuser, donc tirer le fil. Donc, on est toujours dans cette notion d'échange, en fait. Tu vois, ça va reprendre l'échange et aussi peut-être, ça me fait penser, tu vois, genre dans la vente, même avec tes prospects, de parler, échanger, poser des questions. Tu vois, je pense du coup aussi à notre communauté de femmes entrepreneurs, mais ce que je dis tout le temps, c'est aller discuter avec les gens, genre même si c'est sur Instagram ou MP, discuter, parce qu'en fait, c'est là où tes meilleures idées vont sortir, c'est là où, comme tu dis, peut-être il y a des trucs un peu alarmants, peut-être sur un tarif ou peut-être sur
une offre qui est pas assez bien chiadée, je sais pas. Ouais. Mais échanger. Et l'entrepreneuriat, c'est génial parce qu'on peut tellement discuter avec plein de gens, faire des rencontres. Enfin, tu vois, c'est Ah bah, c'est sûr. De toute façon, comme dans tout, la communication, la base. la base. Qu'est-ce qui te fait tenir sur la longueur, toi? Parce que ça fait presque 10 ans, du coup, Ouais. que tu es entrepreneur. Bah, cliché, mais la passion, ça c'est sûr. La passion. La passion, j'adore. C'est quoi la passion? La passion, c'est tous les matins, pas tous. Ouais, 98, on en a parlé tout à l'heure. on en a On peut pas parlé dire tout à l'heure, tous, on a genre dit, pas ce matin. Ce matin, je me suis pas Mais réveillée. on va dire la majorité des matins, vraiment la très grande majorité des matins, c'est de me lever et de savoir que je vais faire des trucs cool, que je vais bosser avec des gens cool, que ce soit en interne dans mon équipe ou des gens dans ma clientèle ou dans mon espace de coworking. Enfin, tous les gens qui m'entourent professionnellement, ils sont incroyables et c'est un bonheur de travailler avec des gens qui partagent tes valeurs. Je sais qu'on va avoir de l'impact, qu'on va faire des choses qui ont du sens. Et du coup, bah, même quand un projet il est pénible, que les clients, il y a 50 allers-retours, 100 commentaires dans un PDF à modifier, bah, des fois, tu prends un peu de recul, tu te dis, ouais, mais ce document que je suis en train de préparer, il va être dans les mains de femmes victimes de violences pour les accompagner à, tu vois, à trouver des solutions. Mais tu te dis, OK, on s'en fout des 100 commentaires. Je donne du sens, en fait, à ce que je fais. Donc ça, je pense, c'est la passion. Puis la passion d'entreprendre, de gérer des projets, de créer des choses, etc. Le sens, tu l'as dit plusieurs fois. Ouais, le sens, ouais, clairement. Le sens, et après, je pense aussi le cadre que j'ai créé. On m'a beaucoup dit, quand j'ai commencé à entreprendre, j'étais entourée de beaucoup d'hommes, et on m'a beaucoup dit que j'avais une vision très bisounours de l'entrepreneuriat. On m'a même dit une fois que mon premier shooting avec ma première équipe, on aurait dit une soirée pyjama. Ça, c'est des choses que j'ai beaucoup entendues, que j'étais très naïve dans le monde des bisounours, que je rêvais d'être une licorne, et c'est vrai. Mais je crois que j'avais pas envie de mettre de côté ce rêve-là, de pouvoir créer mon propre monde de travail. Et je crois que ça, c'était aussi un très grand moteur de non-conformiste, quoi, de me dire, bah, c'est pas parce qu'on fait comme ça dans les entreprises et que les entreprises qui font de l'argent, elles sont dures et il y a une hiérarchie, etc., que c'est le seul modèle qui peut exister. Et du coup, je me suis toujours vachement écoutée sur créer une ambiance de travail dans laquelle je m'épanouis, un cadre... Qui te ressemble à toi. Ouais, qui me ressemble. Et du coup, bah, aujourd'hui, c'est des gens qui aussi se sentent à l'aise dans ce type d'environnement, qui viennent, et du coup, ça crée un truc incroyable. Et c'est un peu... chez Intrépide, c'est un peu la colonie de vacances, on le dit souvent. Même au cowork, je pense que les gens doivent se dire, mais elle travaille jamais, alors qu'on travaille énormément. Mais on a des vrais temps où on fait des activités manuelles en équipe, des trucs. Et du coup, on a créé un espace et un espèce d'équilibre... lien pro, lien perso, chez Intrépide, vu que on parle de sujets de féminisme, etc., tu t'enrichis beaucoup personnellement aussi, tu apprends beaucoup de choses, tu te cultives sur plein de choses. Et j'aime ce mélange où il n'y a pas trop de barrières et que tu prends soin de ta santé mentale, ta santé professionnelle. Et je pense que c'est ça qui fait que tu tiens sur le long terme, parce que tu as ça qui est solide. Et je pense que c'est un équilibre entre l'intensité de... On bosse énormément, il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup de charges, il y a beaucoup de choses à gérer en même temps, etc. Mais à côté, on a des sas et on a un climat. Environnement que tu as créé. Et ça, c'est essentiel. Et vous le protégez un petit peu. Je n'imaginerais pas une seule seconde tout le monde entêté. Je pense que je ne tiendrais pas et j'ai pas voulu une équipe. Tu vois, alors que moi, je pars dans l'autre sens. Ouais, mais ce qui est cool, c'est qu'il faut juste s'écouter. Ouais. Tu vois, je pense qu'il n'y a pas un modèle d'entreprise. Ouais. En fait, c'est exactement ça. C'est de se dire, encore une fois, et je pense qu'on revient toujours à la même chose, c'est de se connaître. Et de savoir ce qui est OK, pas OK, et surtout pas, tu vois, je pourrais dire, Justine, du coup, elle a créé un truc en physique, il faut que j'ai aussi des salariés, que c'est comme ça que ça marche, le modèle, il est comme ça, pas du tout. Non, pas du tout. Et il n'y a pas de bon, de mauvais modèle, il y a juste le modèle qui est OK pour soi, avec son équilibre, avec aussi son environnement, sa vie perso. Il faut aussi, tu vois, que ça, tu vois, une maman, elle va pas vouloir forcément, chacun après fait ce qu'il veut, c'est bien ça le sujet. Mais aller au bureau tous les jours, tu vois, elle va et qu'au contraire, avoir le luxe de pouvoir bosser de chez soi. Exactement, mais peut-être pas, tu vois, moi je suis un peu en entre-deux. Je garde mes bureaux, parce que c'est important aussi pour moi de pouvoir aller au bureau, mais en fait, d'y aller tous les jours, c'est épuisant, parce que c'est un peu loin, etc. Et de pouvoir aussi avoir le luxe de travailler de la maison. Et chacune doit un peu trouver, s'écouter, tu vois. Si tu sens que, genre, travailler à la maison, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui commencent tous par là, un travail de la maison, mais si tu sens que ça te pèse, moi je sais que si je travaille 2 jours d'affilée à chez moi, mais je te jure, le deuxième jour, tu me retrouves sous le plaid à manger des cochonneries, et vraiment, je suis le gros caca du monde. Ça me tire vers le bas, c'est une horreur. Alors que impossible.
Ah ouais, Impossible de bosser de bah, chez c'est moi. ça. Alors que tu me mets, tu vois, genre, allez, je vais au bureau, tac, je Mm. m'habille, je me machin, tac, tac, petit Mindset aussi. sac, voilà, mindset aussi. Mm. Mais par contre, il y a des personnes qui adorent le full remote, quoi. Ouais. Je pense que ça dépend aussi de ton environnement de travail, du cadre et de ton fonctionnement. Et je pense que c'est vraiment super résumé ce que tu as dit. C'est suivre son intuition, s'écouter, tester, voir ce que ça donne et ajuster. Et peut-être qu'il y a des choses dont tu as envie aujourd'hui quand tu es à telle étape de ta boîte. Et puis peut-être que dans quelques années, tu n'auras plus envie de ça. Enfin, Carrément. je pense Tout aussi c'est s'ajuste. s'autoriser à ajuster. Je pense que c'est le plus difficile quand tu es parti dans un schéma d'arriver à redéfinir les lignes. Mais en même temps, c'est essentiel pour continuer d'avoir un business qui te ressemble et dans lequel tu t'épanouis parce que sinon, tu ne tiens pas sur la longueur, quoi. Et le but, c'est de tenir sur la Ouais. longueur. Mais tellement, je sais plus avec qui on en parlait de ça. Le but, c'est de tenir sur la C'est longueur. pas une course, c'est un marathon. C'est pas une course, c'est un marathon. On aura dit plein de petits punchlines, on va les garder. Là, on a sorti les meilleurs, là, hein, franchement. Mais c'est de se dire, tu vois, genre, t'envoies quand tu regardes, surtout au début, tu regardes tellement tout ce que tout le monde fait. Elle s'est lancée en même temps que moi, elle va beaucoup plus vite, etc. Mais vraiment, moi, je vais garder cette phrase en tête. C'est celle qui va rester sur la longueur. Ouais. Donc, laissez les autres aller plus vite. Parce que si c'est pour péter au bout de 6 mois, 1 an, 5 ans, on s'en fout. Donc, le but, c'est de rester sur la longueur. Et moi, j'ai vraiment cet état d'esprit tout le temps. C'est vraiment une phrase que je me dis souvent. Mais je pense que c'est un super état d'esprit et que ça peut faire écho à ce qu'on a déjà dit tout à l'heure, de ne pas penser immédiat sur l'argent. Enfin, dans tous les cas, de penser sur la longueur, je pense que c'est important pour avoir une pseudo-vision quoi, sur les choses qu'on souhaite déclencher ou pas. Mais ouais, après, c'est pas simple. Hein. Et puis, je pense qu'il y a un autre... Tu vois, ça fait écho à ce que tu dis quand tu regardes les autres et que tu compares. Je sors un petit peu du sujet, mais en même temps, c'est relié. On sait jamais ce que les gens y vivent. Ça, c'est, je trouve, une leçon aussi qui est hyper importante. Tu sais jamais ce que les gens vivent à l'intérieur. On parle beaucoup de Instagram versus reality, mais ça va plus loin que ça. C'est que tu sais pas ce que les gens... Moi, il y avait une phrase qui était cool, genre derrière chaque succès, il y a beaucoup de cicatrices. Bah, c'est un peu ça. Ah bah... Et du coup, je pense qu'il y a aussi ça de se dire, envie pas que l'enveloppe, parce que pour avoir cette enveloppe, il faut peut-être que tu aies tout le package et tu serais peut-être pas prête à prendre tout le package qu'il y a avant. Et voilà, pour personne, c'est simple et il faut pas trop se comparer ou comment on dit, se dégrader, enfin Je vois tout à fait ce que tu as envie de dire. On n'a pas le mot, mais voilà. Te laisser tout ça dans ta pack. Se dévaloriser par rapport aux autres parce qu'en fait, se dénigrer. Et merci. Parce qu'en fait, on ne sait pas ce que la personne a vécu et par quoi elle est passée. Et ça, c'est un truc que j'ai beaucoup avec Intrépide, où de l'extérieur, vu qu'on a une communication super positive, ça ne veut pas dire qu'on met des paillettes et de la poudre aux yeux, mais par contre, on a quand même un angle très positif. Et moi, même dans mon tempérament, je suis toujours assez... toujours de bonne humeur, etc. Et du coup, pour beaucoup, il y a le raccourci, ça a toujours roulé. Et ça roule, quoi. Alors qu'on a pu vivre des trucs terribles chez Intrépide que personne n'imagine. Enfin, pas parce qu'on le cache, mais parce que c'est pas forcément le truc numéro 1 que tu racontes. Et personne, les gens, quand tu leur racontes, ils vont dire « Ah ouais, mais j'aurais jamais imaginé. » Je dis « Mais c'est le cas de tous les gens que tu vois sur LinkedIn, de partout. Tu ne sais pas ce que les gens vivent. » Ça, je trouve que c'est important aussi de se le garder en tête pour pas tomber dans la jalousie, la comparaison. Oui, au détriment de quoi, en fait. Succès aussi, des fois. Avant qu'on enchaîne sur le quiz de la fin, si on reprend le sujet de la posture, est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas évoquées dans cette discussion et qui sont pour toi importantes sur prendre sa posture de chef d'entreprise quand on est en début d'aventure entrepreneuriale ou même pas, en fait Je pense que le plus important, c'est de s'affranchir des codes existants. C'est que des fois, quand c'est quelque chose de nouveau, quand on est junior dans une nouvelle posture ou quelque chose comme ça, on va chercher les tendances, les codes, et on va se dire, ok, donc pour avoir une posture de chef d'entreprise, par exemple, on m'a déjà dit, il faut vous voyez, faut avoir un bureau séparé, enfin plein de petites choses comme ça. Et je pense que il faut savoir s'affranchir de tous ces codes-là et se dire comment moi je me sens bien. Est-ce que je me sens bien dans le vouvoiement ? Est-ce que je me sens bien dans le fait d'avoir un bureau à part ? Est-ce que je me sens bien quand je fixe mon cadre avec les gens avec qui je travaille ? Est-ce que je suis à l'aise dans ce cadre-là ? Est-ce que je me sens de le maintenir, de pouvoir dire à quelqu'un « Attention, là, tu sors du cadre, c'est pas OK pour moi. » Enfin, je pense que c'est revenir à soi et à se poser des questions pour savoir quelle est la bonne posture. Et pas de se dire « Les gens font comme ça, je dois faire pareil. »
parce que pour ma part, je n'ai jamais réussi à trouver ma bonne posture. Je ne sais pas si j'ai la bonne aujourd'hui, mais en tout cas, j'ai jamais réussi à être à l'aise dans une posture que j'empruntais à d'autres. D'être dur, de pas trop en dire, de surtout pas copiner avec tes personnes des équipes. Et en fait, après, c'est de l'ajustement, mais maintenant, je me sens beaucoup plus à l'aise dans ma posture. Je me sens respectée, considérée par les filles avec qui je travaille, sans pour autant être tyrannique, être dure. On va boire des coups ensemble, on passe du temps ensemble. Je leur livre aussi des choses de ma vie perso, dans la limite que j'ai envie. Et du coup, je m'écoute et me dis, est-ce que je suis à l'aise quand je dis ça? Est-ce que le lendemain, j'assume d'avoir dit ça? Est-ce que je suis capable? Enfin, voilà. Et je pense que c'est plus se questionner, mais s'affranchir clairement des modèles existants stéréotypés, qui sont très souvent stéréotypés, très souvent masculins. Et une fois, on m'avait même posé la question, est-ce qu'il faut se travestir, entre guillemets, en homme pour être une bonne chef d'entreprise? C'est une bonne question, ça. Pour Ouais. prendre une bonne posture. Parce que tu vois, là, quand tu parles de posture, il y a plein de choses qui viennent. Il y a la posture, je trouve, physique. Ouais. Tu vois, de se tenir d'une certaine façon, peut-être parler d'une certaine façon. S'habiller d'une certaine façon, exactement. Ouais. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à oser être tatouée sur les bras. Alors attends, parce qu'il y a des gens qui vont pas te voir. Ah oui, zut. Il y a des gens qui vont juste t'entendre. Alors Justine a les cheveux violets, elle a un piercing, elle a un anneau dans le nez, et des tatouages sur tout le corps. Voilà. Et ça a pris du temps. Au départ, je me suis dit, bah non, une chef d'entreprise, surtout que j'étais jeune, que j'étais une femme, que j'avais pas d'associé, je me dis, mais je vais avoir zéro crédibilité. Et en fait, c'était encore une question de confiance en moi. C'est juste que vu que je ne l'assumais pas et que j'étais pas assez confiante en moi, je me sentais pas d'être au clair face à un client ou une personne importante avec mes tatouages, mes cheveux violets, etc. Puis plus le temps a passé et plus j'ai commencé à lâcher prise, et puis après, c'est devenu la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Et en fait, aujourd'hui, je ne fais jamais un effort spécifique pour quelqu'un. Que j'ai rendez-vous avec un ministère ou une école ou une nana d'une asso féministe, je vais m'habiller de la même manière. Je vais rien cacher. Et en fait, ça, c'est aussi ma posture. C'est si mon apparence te fait émettre un jugement sur moi et te fait penser que je ne suis pas professionnelle ou pas à la hauteur, je ne souhaite pas travailler avec toi. Donc, pas de problème. Et on m'avait une fois dit ça. J'ai essayé de faire une levée une levée de fonds auprès des banques pour un investissement immobilier. Et le propriétaire à qui je voulais acheter le bien, il me regarde et me dit « Mais du coup, les banques, elles réagissent comment quand elles te voient ?» Tu sais, il s'inquiétait que je ne puisse pas avoir de financement. Et je dis « Mais c'est fou que ce soit ça qui questionne. Demande-moi mon prévisionnel, demande-moi mes chiffres, demande-moi mon bilan, demande-moi ça. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de savoir comment les banques réagissent quand elles me voient débarquer en jean troué basket, toute tatouée avec mes cheveux violets. » Et en même temps, c'est un vrai sujet. Moi, en tout cas, je pense que ça n'a jamais été un frein parce que depuis que j'ai fait ça, j'ai confiance en moi et je me sens droite dans mes bottes et je sais que j'ai confiance en ma crédibilité, ma capacité à convaincre, à parler de mon projet, etc. Et je n'ai pas l'impression que ça a été un frein. T'as dit un mot, je pense qu'on n'a pas encore évoqué, je pense qu'il est important, c'est le mot assumer. C'est-à-dire que chaque décision, finalement, du moment, tu vois, pour prendre la posture, prendre une posture, finalement, c'est juste assumer, quitter tes choix, ce que tu as décidé, comment tu as envie de mener ton business, les prix que tu as envie de mettre. Finalement, est-ce que ce ne serait pas ça, prendre finalement sa posture? Si, je pense que... Mais ça, c'est le goal final d'assumer, tu vois. C'est pas simple. Il y a plein d'étapes avant d'assumer. Il y a je le fais, mais j'ose pas. Puis en fait, ça passe. Donc la fois d'après, je le fais avec un petit peu plus d'assurance, etc. Mais effectivement, je pense que ça passe par là. C'est faire des choix en conscience, en se respectant et en respectant son intuition, son ambition. Et ensuite, assumer ses choix. Parce que de toute façon, d'une certaine manière, ils sont aussi individuels, les choix. À nuancer quand même, parce que je pense que quand tu entreprends, tu fais aussi des choix collectifs, suivant ton type d'entreprise, qui ont un impact sur les autres et c'est à prendre en compte. Mais oui, je pense que c'est assumer. Et encore une fois, quand tu assumes, tu laisses pas place au doute. C'est une très belle boucle, puisque c'est la première phrase qu'on a dit au début. Mais c'est ne pas laisser place au doute. Et je pense qu'aujourd'hui, 99% des personnes que je rencontre n'oseraient pas me faire un commentaire sur mes cheveux, mes tatouages, etc. Parce que je l'assume et que du coup, il n'y a pas de place à... Ouais, tu laisses pas la question l'opportunité à quoi que ce soit. En tout cas, c'est pas un sujet. Et du coup, je pense que forcément... Et au contraire, je pense que tu donnes l'image de cette tu vois, femme qui assume et qui s'en fout, en fait.
Je pense que le fait que tu aies cette... tu vois, cette... Ouais, le fait après, que tu assumes et que tu t'en... je pense qu'il y a une nuance aussi, c'est que il faut aussi laisser place à ses contradictions dans sa posture. Parce que du coup, tu vois, mes cheveux, mes tatouages, etc., ça va aussi donner une impression, une image. Et les gens vont se forger une interprétation de ce que je peux être, genre super fort caractère, oulala, va pas falloir la contrarier, ou quelqu'un qui assume, qui dit tout, hyper franc-parler, etc. Et à la fois, je suis pas non plus du tout ça, Mm. tu vois. Et ça, au départ, c'était un vrai conflit intérieur, où j'avais une Surtout dans ta dissonance. posture de ce que Exactement. des messages que tu portes. Dans la posture des messages que je porte, dans ma posture de chef d'entreprise, il y avait une dissonance entre j'ai une part de moi qui est forte, qui est fière, qui y va, qui n'a pas peur d'avoir des convictions, etc. Et j'ai une part de moi qui est très douce, qui ne sait pas dire non, qui n'aime pas le conflit, qui passe son temps à faire passer les autres avant soi, etc. Et j'avais du mal à faire cohabiter ça. Et du coup, ma posture a été aussi très déséquilibrée parce que j'essayais d'effacer une partie de moi ou de surjouer un côté ou un autre parce que j'ai l'impression qu'ils ne pouvaient pas cohabiter. Et je pense que c'est aussi en laissant à cohabiter toutes ces contradictions qu'on crée notre propre posture personnalisée sur mesure, Ouais, tu mais prends qui ton nous convient, quoi. Ouais. Trop bien. Eh ben écoute, on a fait la boucle. J'ai une dernière chose. Ouais, Ça s'appelle la business list. C'est un peu la signature chef collective. ok. C'est une succession de petites questions. Là, c'est un peu plus... c'est très léger. Ok, Là, on est plus sur un truc très léger. C'est pour savoir un petit peu... tu vois, quand tu travailles, comment un peu tu t'organises, ouais. quels outils tu utilises, etc. Donc, c'est un peu répondre du tac au tac. Et on va commencer par la première question. Alors, to-do list or not to-do list? To-do list. Papier ou digital? Papier. Ah ouais, Avec mon je agenda me moque papier. d'elle à chaque fois. À quelle heure est programmé ton réveil le matin 8h05. en semaine? 8h05. Ouais. J'avais dit 6h moi tout à l'heure, ouais, j'avoue. Est-ce que tu snoozes? Snooze, c'est j'éteins mon réveil et je C'est que continue tu de le dormir. fais... non, tu le fais... snooze, c'est-à-dire que tu mets ton réveil sur répété, tu vois, tu le Ah oui, fais non, non, je snooze histé, et pas. après tu... Non, ça sonne, je me lève. Ah, c'est bien ça, bravo. La première chose que tu fais en te levant le matin? Un câlin à mon chien. C'est trop mignon. La première chose que tu fais en allumant ton téléphone? Mes mails. Tu regardes direct tes mails? Mes mails direct. Tu vas pas sur les réseaux sociaux direct? Tes mails pro? Ouais. Et genre, il s'est passé des trucs de fou dans Bah, la en fait, nuit. c'est que nous, du coup, vu qu'on a notre client aux États-Unis, Ah, on ok. a le décalage horaire, Ok, ok. on a des clients un peu à droite à gauche et du coup, il peut se passer plein de choses la nuit. Ok. La première chose que tu fais en allumant ton ordinateur? Mes mails. Les mails. Mac ou PC? Mac. Maison ou bureau? Bureau. Ta power boisson? Une pinte de café au lait. Toi, tu m'as fait peur. Une pinte de bière dès le matin. Punaise. Ta power chanson, ce que t'écoutes pour un peu te donner de l'énergie, de la patate. Bah, Céline Dion. Laquelle? Sois J'irai plus où tu précis. iras. Ah, mais bien sûr. Ta girl boss modèle. Est-ce que tu as besoin que je précise ou pas? Non, je dirais Alison de Tagine Banane. Ah, trop cool. Un compte Insta que tu checkes tous les jours. T'adores le contenu. Brut. Si tu si tu devais animer un tel talk, quel en serait le sujet? Elle est dure celle-là. Moi je l'ai pas. Ça fait des années, hein, je la cherche. En plus, je connais pas assez bien pour savoir le type de phrase. C'est des trucs assez abstraits, comme c'est un peu. En gros, si tu avais un sujet dans ta vie, tu vois, genre quelque chose, tu voudrais euh, éduquer un peu les gens, quoi, leur apprendre des choses. T'as le droit de me dire Joker sur celle-là et revenir. Bah, de toute façon, ce serait. J'ai pas le thème, mais ce serait autour de mes. Bah, Enfin, tes j'ai le convictions. thème, mais j'ai pas le Ouais. titre, tu vois. Mais ce serait autour de l'inclusion et la diversité. Est-ce que tu as un tips d'organisation qui t'aide dans ton quotidien? Les to-do list découpées en tâches de moins d'1 heure. Ok, et après t'en fais quoi? Je les coche. Non, mais Le je les bonheur, coche. je les Si coche. vous avez vu ses yeux, elle a fait peur. Ça veut dire que tu vas les... Donc tu ranges Je tes mets to-do jamais list. une to-do list. Je mets jamais une tâche qui dure plus d'1 heure. Ah, ok, Si une tâche, elle dure plus d'1 heure, c'est qu'elle doit être découpée en sous-tâches. ok. Et je trouve que ça a changé ma façon de travailler. Donc tu mets des sous-tâches à tes tâches. Ouais. Très bien. La dernière leçon que tu as apprise en business? Rien n'est acquis. Là où les choses qui te font garder ton équilibre. On en a parlé un peu tout à l'heure.
Ça peut être... Rester aligné, je pense que tout soit aligné et que du coup, ça fait que ça fonctionne. Donc, Aligné aux valeurs, etc. C'est des choses que tu sens ou est-ce que tu te fais des petits moments est-ce que, je sais pas, par exemple, tu vas te faire un petit voyage, un petit jour toute seule. Là, je sais que tu vas peut-être partir toute seule cet été pour un peu faire un petit point sur OK, est-ce que je suis encore alignée, etc. Ou c'est des choses que tu... Non, c'est pas... Je trouve que c'est pas forcément instantané, mais il y a plus un moment où des fois, je vais me dire, là, je m'y retrouve plus. Il faut que je fasse un point avec moi-même. Ouais, ou enfin là, il faut qu'il y ait un Réunion. changement en fait, parce que là, je m'y retrouve plus et du coup, là, ça fonctionne plus, je me sens plus alignée, j'ai plus le même plaisir à y aller, etc. Donc, c'est des ajustements, mais ça aide, je pense. Je ne suis encore jamais partie toute seule, c'est la première fois cet été, sortie de zone de confort. Et du coup, peut-être que je vais avoir plein de remises en question et je vais revenir en mode pleine d'idées. On a juste ça. Mais en tout cas. C'est pas l'objectif principal. Non, Enfin, c'est plus un feeling au quotidien de toujours le mojo ou pas le mojo, quoi. Et ton mantra fétiche? Parce que t'en as eu plein là. J'en ai un paquet. J'adore faire des citations et des mantras. Ton best? Il y en a un qu'on n'a pas fait, qu'on n'a pas dit, que j'aime beaucoup. Je sais pas si c'est le best, mais il mérite d'être dit. Comme tu fais une chose, tu fais toute chose. Et je trouve que c'est très vrai. Je l'ai pas compris. Alors, comme tu fais une chose... Comme tu fais une chose, tu fais toute chose. Si par exemple, dans ta vie perso, tu es dépensière, tu seras dépensière sur tous les aspects de ta vie. Si dans ta vie perso, tu es toujours en retard, tu seras toujours en retard dans ton boulot. Et du coup, je trouve que c'est pour t'entourer correctement... Et ben, je trouve que c'est un très bon indicateur. Comme tu fais une chose, tu fais toute chose. Et donc, ça te donne aussi... Il y a un double aspect. Ça te permet d'identifier aussi les fonctionnements des gens. Il faut arrêter de penser que les gens vont changer, que les gens vont évoluer, vont faire les choses différemment. Non, comme tu fais une chose, tu fais toute chose. Et deuxièmement, pour toi, c'est aussi une espèce de, pour moi, un mantra de discipline. S'il y a un client, c'est un petit budget, ou je sais pas, j'ai pas eu un super bon feeling, et ben je fais à moitié, bah ça marche pas en fait. C'est comme tu fais une chose, tu fais toute chose. Si tu veux avoir des valeurs de générosité, de rigueur, etc., bah, peu importe avec qui tu travailles, tu le fais correctement. Ok. Je sais pas si c'était le meilleur mantra à mettre à la fin et à expliquer. Ouais, parce que normalement, c'est censé finir le quiz. Ciao, Justine. Là, on a envie de partir sur encore 1 heure de débat. Parce que je te jure que je l'ai toujours pas compris. En plus, il est pas hyper positif. Je sais pas si vous l'avez compris, mais moi, j'ai pas... Je peux en trouver un autre. Non, je veux que tu restes sur ça, Justine. On assume. Zut, pardon. Non, il est très bien. C'est pas parce que moi, je comprends pas que les autres, ils vont pas comprendre, hein, tu sais. Tu vas me l'expliquer hors antenne. Merci beaucoup. Merci à pour toi. Toute cette générosité, ce partage et ce moment passé ensemble. Je suis trop contente parce que ça fait longtemps qu'on devait faire ce moment. Et merci à tous pour votre écoute et à bientôt pour un nouvel épisode. Merci à toi. Ciao. Ciao.